Ici Lina de Demoiselles étranges, bienvenue au podcast Vision et Révélation. Aujourd'hui, je reçois Marie, mieux connue sous le pseudo Usorinis, une généalogiste de formation qui est passionnée par le passé et qui s'intéresse particulièrement à la reconnexion aux racines ancestrales. Nous discutons pour cet épisode de culte aux ancêtres. Personnellement, comment définirais-tu ta pratique avec les ancêtres? Alors, c'est une bonne question. C'est une question que je m'étais jamais posée d'ailleurs, avant que tu me la poses. Hem, alors j'ai une pratique en fait plutôt simple, mais simple, ça veut pas dire de surface, bien évidemment, parce que je vais vraiment chercher de la profondeur en fait, dans ma pratique, mais, en restant, sobre si tu veux, sans fioriture. Heu donc ça va vraiment consister en, par exemple, de la recherche historique et généalogique, plutôt poussée. Je vais pas me contenter, par exemple, des registres, d'actes de naissance, de mariage et de décès. Je vais vraiment essayer d'aller en profondeur pour pouvoir justement me construire une pratique en fonction de chacun de mes ancêtres. Mon but, c'est vraiment d'essayer de comprendre mes ancêtres, de comprendre leur vie, d'essayer de comprendre, de reconstituer leur mode de vie, leur mode de pensée et cetera, même si, il y a des limites, mais j'essaie vraiment d'aller le plus loin possible pour construire une relation solide, comme si un peu comme si je les avais rencontrés de mon vivant, même si, voilà, il reste quand même une barrière, mais mon but, c'est vraiment ça. Donc, je vais vraiment en profondeur par rapport à ça, mais je j'ai pas c'est vrai que j'ai pas de fioritures, je suis plutôt assez minimaliste, en fait, dans ma pratique et puis, surtout, je pense que j'ai une pratique aussi, très modeste parce que j'essaie de me rapprocher le plus possible, des origines sociales de mes ancêtres qui étaient soit tous, viticulteurs, agriculteurs, pour les plus anciennes générations, et pour les plus récentes, ouvriers. Donc voilà, c'est vraiment, des origines sociales très modestes. Donc je veille à faire des choses simples qui leur ressemblent. En revanche, je le fais de façon, quotidienne. Donc je vais rarement faire de grandes cérémonies, si tu veux, de grands rituels. En revanche, je ritualise, tous les jours, en fait. C'est vraiment une pratique qui me suit, au quotidien, ça c'est sûr. Ok, super. Tu parles de recontextualisation et je trouve que par rapport aux époques auxquelles nos différents ancêtres ont vécu, c'est super important. Fais-tu une différence entre défunt et ancêtre? Considères-tu qu'il y a plusieurs sortes d'ancêtres? Alors oui, pour moi, un défunt, c'est une personne qui est décédée, tout simplement. Et un ancêtre, c'est vraiment, pour moi, par définition, une personne décédée, mais avec qui on a un lien de parenté, alors plus ou moins proche, hein, bien évidemment, donc nos ascendants. Donc voilà comment je définirais, les ancêtres, biologiques ou même d'adoption, hein, c'est la même chose, hein, pour moi, l'arbre généalogique, il fusionne, hein, donc que ce soit, biologique ou d'adoption, je ne fais pas de différence et dans ma pratique, je ressens aucune différence non plus, en tout cas de ce que moi, j'ai pu expérimenter, encore une fois. Hem, mais je sais par exemple que, dans une vision un petit peu plus, large, je sais qu'en sorcellerie, il y a plusieurs types d'ancêtres. J'en ai déjà, enfin, on en parle régulièrement. Il y a effectivement les ancêtres donc de notre arbre généalogique. Je sais qu'il y a certaines personnes qui travaillent aussi avec, ce qu'ils appellent les ancêtres de tradition, donc là, dans une vision un petit peu plus spirituelle. Donc, par exemple, si on pratique la sorcellerie, on peut faire appel à nos ancêtres de tradition qui pratiquaient la sorcellerie avant nous, par exemple. Et puis, il y a des personnes qui travaillent également avec, les ancêtres, liés à leur territoire, donc que ce soit la maison ou le lieu dans lequel ils vivent, le terrain, la région et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. En ce qui me concerne, moi, je me concentre uniquement sur l'arbre généalogique. Ça, c'est vraiment mon dada. Le reste, un petit peu moins. Comment ritualises-tu ton entrée en contact? Suis-tu une routine particulière, Alors, oui, j'ai un protocole de contact, qui a évolué, hein, et qui évolue encore d'ailleurs, hein. Donc, si tu me reposes la question dans 6 mois, ce sera encore, sûrement différent.
Mais oui, j'ai une routine, j'ai un protocole, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir, une hygiène, en fait, une «hygiène de vie» entre guillemets. Par exemple, les jours où je pratique la connexion, la communication avec mes ancêtres ou d'autres, par exemple, je vais veiller à ne jamais boire d'alcool. Je vais veiller à être suffisamment ancrée, à être dans un bon état d'esprit et typiquement, s'il y a des jours, tu vois, où je suis un peu préoccupée, où je sens que j'ai pas trop la tête à ça, ben, je vais reporter, tout simplement. Donc déjà, je pense que ça passe par là aussi, c'est se connaître et être dans un bon état d'esprit, pour le faire et je pense que l'hygiène de vie, ça participe aussi. Ça a son importance et on se responsabilise par rapport à ce qu'on fait. Je pense qu'il faut pas minimiser ce qu'on fait non plus, sans tomber dans la paranoïa, mais je pense que c'est important d'avoir une certaine hygiène de vie. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et ça me convient et ensuite, effectivement, j'ai un protocole un peu plus cadré, où par exemple, je vais, demander, protection et assistance, à mes ancêtres, je vais ouvrir la séance, je vais poser mon intention, ça c'est important. Je vais demander à me connecter à l'énergie, de la personne, et cetera. Donc j'ai, effectivement un protocole assez défini, et puis ensuite évidemment en fin de séance, je remercie toujours, que ce soit mes ancêtres, la personne avec laquelle je communique et en général, j'offre toujours une petite prière parce que ça, c'est assez apprécié en fait, une prière, voilà, une prière qui peut être laïque, hein, elle a pas besoin d'être religieuse. Mais voilà un petit peu mon protocole d'entrée en contact en tout cas. Quels sont tes outils de prédilection pour, ta pratique? Alors, mon incontournable, bien évidemment, c'est, mon jeu de tarot à jouer qui appartenait à mon grand-père, alors qu'il était pas du tout cartomancien, je tiens à le préciser. C'était, voilà, un joueur hors pair de belote, enfin, il était très connu pour ça et donc il avait toujours un jeu de cartes, un jeu de tarot à jouer dans les mains. Je l'ai toujours connu comme ça et donc, à sa mort, j'ai demandé à ma grand-mère si je pouvais récupérer quelques jeux et notamment celui avec lequel il jouait tout le temps. Et en fait, je me sers de celui-ci pour communiquer, avec mes ancêtres et ceux des autres. Donc ça, c'est vraiment voilà, ça c'est vraiment mon incontournable. Je l'utilise tout le temps, tous les jours, à chaque fois, dans toutes mes séances. Donc ça, c'est voilà, ça c'est mon graal, quoi. Je pourrais jamais m'en séparer. Donc ça, bien évidemment. Ensuite, j'ai toujours une bougie. C'est un incontournable aussi parce qu'en fait, je m'en sers pour, plein de choses, dans mes séances, dans mes communications. Que ce soit au moment où je l'allume, au moment où je vais regarder la cire qui coule, le moment où je vais l'éteindre et où je vais regarder la fumée et cetera. Enfin, je ritualise beaucoup par rapport à la bougie. Donc ça, c'est un incontournable pour moi aussi. Et puis, j'ai toujours un carnet. J'ai toujours un carnet parce que je fais beaucoup d'écriture intuitive, en fait. Donc, je vais venir écrire, beaucoup de choses pendant la séance. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour moi, hein, de noter, de façon, intuitive les choses. Donc, si je devais partir en voyage, je pense que c'est les 3 que j'emmènerais, absolument avec moi. Voilà. OK. C'est marrant parce que je sais pas si je peux dire, j'écris aussi beaucoup, mais c'est plus, pour, pallier à ma mémoire déficiente, plutôt que de parler directement, du ressenti sur le coup. Genre, Mmh. je vais écrire tout ce que j'ai fait, ce qui a marché, ce qui a pas marché et après ça va venir les ressentis. Mais pour pas oublier, le protocole que j'ai utilisé pour ce coup-là, je vais plutôt, «Bon alors, ça a marché et j'ai fait ça comme ça, comme ça, comme ça». Sinon sinon en fait la semaine d'après je peux faire, pas du tout la même chose, ça marche pas du tout et j'aurai pas du tout, en tête ce que j'ai fait la semaine, passée. Mais Ouais, c'est absolument, j'ai donc ouais, effectivement, j'ai un carnet, donc dans lequel, je note tout en fait, hein. Je note, tous mes tests, enfin toutes mes connexions, enfin tout. C'est vraiment, ma base de données, on va dire et c'est vrai que, je note d'abord en fait
le protocole que je veux utiliser et c'est vrai que ensuite pendant la séance, je vais, heu, je vais me concentrer d'abord sur mes ressentis, mais c'est vrai que, au départ, au tout début de ma pratique, je faisais l'inverse. C'est-à-dire que je faisais d'abord mon tirage, je faisais d'abord tout ce que j'avais prévu de faire et ensuite seulement je notais mes ressentis. Or, j'ai constaté que, moi, mes ressentis ils viennent plutôt au début, en fait. C'est vraiment là où ça se passe et du coup, j'ai besoin de noter tout de suite, ce qui se passe, et du coup, ma pratique, elle s'est un petit peu inversée, si tu veux. Autant avant, j'utilisais exclusivement les cartes et je m'appuyais quasiment pas sur mes ressentis. Autant aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que parfois, j'ai même pas besoin d'utiliser les cartes et je travaille que avec les ressentis. Donc voilà, encore une fois, il faut tester, expérimenter plein de choses, ça évolue et c'est normal et voilà et en ce qui me concerne, tu vois, ça s'est, complètement inversé. Donc et peut-être que dans 6 mois, ce sera encore différent. Eh bien, c'est marrant que tu parles de tes ressentis parce que je voulais parler du service que tu proposes, le Memento Mori auquel j'ai participé, pour le bêta-test et tu proposes de réaliser une fiche sur un ancêtre choisi par ton client et j'ai été assez impressionnée par ce Mmh. service et je trouve ça, génial que tu utilises ton ressenti parce que, pour toi, en tout cas, il marche super bien. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'anecdote qui s'est passée. Marie m'envoie, mon memento mori. Je suis trop contente parce que, même si j'ai peu connu ma grand-mère, je vois, des similitudes, forcément avec ma tante qui est décédée, l'an passé et un certain amour des mêmes choses, des mêmes tournures de phrases et j'ai caché le nom et la photo de ma grand-mère située au milieu du PDF, du memento mori et j'ai décidé de montrer ça à mon père et de voir si, sans savoir de qui parle le PDF, a s'il allait, capter quelque chose. Et directement, en lisant, 2-3 phrases, il me fait: «C'est tu fait quelque chose avec mamie?» tu vois? Et là, boum, je suis tombée, tombée sur mon fauteuil parce qu'il aurait très bien pu dire ma tante vu que c'est récent et que, dessus, par exemple, il y avait en gros marqué, «Île flottante» et c'est vrai que c'est un truc, qui tient à cœur à ces 2 femmes de ma famille et directement, enfin, c'est pas le nom de sa sœur qui est sorti de sa bouche, c'est celui de sa mère et j'ai été, assez bluffée par ça et c'est, un très, très bon outil d'ailleurs, de connexion et pour ceux qui nous écoutent, je vous invite fortement à aller voir, ce que Marie, propose et tous les liens seront bien sûr en description, peu importe la plateforme de laquelle vous nous écoutez. Hem Merci, merci beaucoup, oui, oui, c'est vrai que, c'est assez, assez particulier. Mais, mais c'est vrai que j'adore, enfin, c'est le service que je préfère, hein, clairement, à Memento Mori et j'adore, en fait, rencontrer des personnalités complètement différentes. Enfin, il y a jamais une connexion qui se ressemble. C'est fou et c'est vrai qu'il y a il y en a qui font vraiment des listes de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils veulent et clairement, c'était le cas ici, donc c'était très drôle, quoi. Donc j'ai eu plein d'informations, c'était vraiment hyper chouette, donc je suis vraiment contente que ça te plaise, vraiment. je vais vite revenir. Mmh. As-tu des capacités médiumniques ou autres? Penses-tu qu'il faut en avoir pour se lancer dans ce genre de pratique? Alors, je t'avoue que j'ai un peu hésité sur cette question, mais je pense que ça peut vraiment intéresser les auditeurs, donc je vais répondre de façon très honnête. Il y a 6 mois, si tu m'avais posé la question, je t'aurais dit: «Non, j'ai aucune capacité» entre guillemets, et je le pensais vraiment. Depuis, les choses ont un peu évolué, dans le sens où, comme je le disais, au tout début, je m'appuyais exclusivement sur mes cartes, sur la cartomancie et puis c'était à peu près tout. Alors je parlais d'intuition parce que j'avais, tu vois, parfois
voilà, des petites choses qui me venaient, mais pour moi, c'était de l'intuition, voilà, l'intuition travaillée tout simplement et puis on sait que l'intuition bien travaillée, tu peux, quand même, enfin, c'est quand même très très utile, hein, comme outil, ça fonctionne très bien aussi donc je m'en tenais un peu à ça et puis comme je l'expliquais, tout à l'heure, en fait, je notais, parfois des choses qui avaient rien à voir, avec, ce que j'avais pu tirer comme carte ou quoi, mais je notais toujours dans un coin parce que moi je note tout et puis, j'en faisais rien, hein, voilà, je transmettais pas forcément aux gens, j'en faisais trop rien et puis un jour, je me suis dit: «Ben, tiens, je vais essayer, je vais donner ces infos-là aux gens et ben, voilà, si c'est complètement n'importe quoi, bah, c'est n'importe quoi et puis s'il y a quelque chose à en tirer, ben, ça peut être intéressant» et puis donc je prévenais les gens, je disais: «Bah, voilà, écoute, moi, il y a ça qui m'est venu. Si je me suis complètement trompée, tu le laisses tomber et s'il y a quelque chose, ben, merci de me le dire, comme ça, moi, je vais pouvoir peut-être avancer» et en fait, il se trouve que en fait, j'avais de très bons résultats et comme toi, hein, comme tu as pu, le constater, de gens qui me disaient: «Mais c'est impossible que tu aies pu savoir ça», enfin, parce qu'il faut savoir que j'ai aucune info, je demande aucune info parce que je j'aime pas, ça biaise un peu mes résultats parfois, donc j'ai simplement, le nom, le prénom et date de naissance, date de décès, c'est tout et voilà et donc du coup, j'ai commencé à me poser un peu des questions, tu vois, par rapport à ça, en me disant: «OK, c'est intéressant». Je commence à avoir pas mal d'infos, très précises, qui peuvent vraiment les aider, quoi, qui ont vraiment une utilité. Au fur et à mesure du temps, comme je l'expliquais, maintenant, j'utilise quasi exclusivement mes ressentis et je m'appuie des cartes, en fait. Les choses se sont inversées. Mais, j'aime pas trop parler de capacité médiumnique, justement, c'est un petit peu difficile de parler de ça, je trouve, parce que justement, c'est quand même quelque chose, tu sais, qui est assez bien cadré, capacité médiumnique, soit tu vois, soit tu entends, soit tu ressens, soit tu as l'odorat et cetera. Moi, pas du tout. Je n'entends pas, je ne ressens pas, je, mmh, je ne les vois pas non plus. En revanche, j'entends des pensées, si tu veux. Quand je fais ces communications-là, il y a mes pensées et il y a d'autres pensées qui ne sont pas les miennes et j'appelle ça et j'ai trouvé ce terme dans un bouquin récemment et j'ai trouvé ça, c'est exactement, en fait, ce que je ressens. C'est une sorte de transmission de pensée et parfois il y a même des images, enfin ou des couleurs ou ça dépend, en fait, ça varie, hein, c'est très, très varié. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment de la transmission de pensée. Donc je suis beaucoup plus à l'aise avec le terme ressenti parce que je me considère pas du tout médium, enfin vraiment pas. En revanche, mon travail, il s'appuie quand même maintenant en grande majorité sur mes ressentis, donc je peux pas dire que j'utilise simplement les cartes, ce serait pas honnête de dire ça. Hem, mais c'est vraiment ça, en fait, que je ressens. C'est des pensées qui ne sont pas les miennes, en fait. Et c'est toute la complexité, justement, pendant mes communications et c'est pour ça que j'ai un carnet et c'est pour ça que c'est aussi important et c'est très important d'écrire. C'est ça aussi le message que je voulais faire passer. Hem, c'est que parfois la frontière, elle est très mince entre ce que moi je pense et une pensée qui ne m'appartient pas. Parfois, je fais très bien la différence parce qu'il y a des mots, des termes qui, je sais, ne m'appartiennent pas, qui ne font absolument pas partie de mon vocabulaire, donc ça, c'est simple. Mais parfois, entre mon raisonnement qui découle tout seul, qui est parfois inconscient et une pensée de quelqu'un d'autre, parfois la frontière, elle est très mince et c'est là où il y a une marge d'erreur, hein, parfois, bien évidemment. Bien évidemment que je fais encore des erreurs et que j'évolue et que je pratique encore. Mais voilà comment je pourrais définir, un peu ça. Et d'ailleurs, il y a un livre qui m'a beaucoup aidée, si ça peut peut-être intéresser, vos auditeurs, c'est, La médiumnité de Hagel. Je ne sais pas si, tu connais? Ça a été publié chez Alliance Magique à l'époque, c'était un livre qui est quand même assez connu et je trouve elle met des termes très justes, justement sur ce ressenti-là. Donc ça m'a beaucoup aidée. Voilà pour, mes ressentis, on va dire. Donc voilà, je suis pas très à l'aise avec le terme, médiumnité
Et est-ce que je pense qu'il faut en avoir pour se lancer dans ce genre de pratique? Pas du tout, puisque moi, quand j'ai commencé, je ne ressentais rien, rien du tout et j'avais de très bons résultats comme ça. C'est d'ailleurs, pour cette raison que je me suis lancée, parce que j'avais envie de communiquer avec mes ancêtres, mais que j'étais pas médium et que j'étais un peu frustrée, tu vois? Et que je voulais quand même je voulais quand même pouvoir, arriver à faire quelque chose et voilà, j'avais aucune capacité donc on peut tout à fait se lancer dans ce genre de pratique sans être médium et les résultats sont quand même là, peu importe ce que vous pratiquez, que ce soit avec les cartes ou pas, avec de l'intuition, vous allez quand même avoir de très bons résultats. Donc oui, bien sûr, on n'est pas du tout, c'est pas du tout un prérequis, d'avoir des capacités pour ce genre de pratique. Je suis d'accord avec toi, je pense que le culte aux ancêtres, enfin, c'est accessible à tous et je me revois, il y a 10-15 ans en arrière, c'est la première pratique, que j'ai avec la divination, à laquelle j'ai donné, toute mon âme et au final, je suis passée par plein de cheminements au cours de mon parcours de pratiquante et c'est l'une des fondations et des seules pratiques qui restent et moi, j'étais très mauvaise élève avec l'intuition, très mauvaise élève avec tout ce qui est méditation, ressenti durant les méditations et au final, aujourd'hui, enfin, je me sens capable de parler du culte aux ancêtres, également parce que c'est quelque chose qui m'est resté depuis, autant de temps et je pense, oui, effectivement, que c'est, l'une des pratiques, qui me semble accessible et aussi, tangible. Parce que, beh, par le biais de la généalogie et nos proches, je pense que c'est l'une des pratiques, qui est encore les plus accessibles. Donc je suis, super Oui. contente de ta réponse. Oui, oui, absolument. Je pense qu'il y a une certaine, en fait, proximité forcément, on a tous, alors pas tous, mais pour la plupart d'entre nous, des grands-parents qu'on a appréciés ou des arrière-grands-parents et c'est vrai qu'on a un lien particulier et c'est très simple, comme tu le dis, ben, faire quelques recherches généalogiques ou interviewer des oncles ou des tantes qui sont encore en vie et qui peuvent nous donner des informations. C'est très simple, c'est très accessible, ça coûte rien. La généalogie, c'est gratuit. Enfin, il y a aussi ça, il y a aussi cette notion de c'est très peu coûteux, ça nous coûte plus en temps, mais en argent, ça nous coûte pas et on peut vraiment commencer avec, rien. Enfin, et puis même par la suite, moi j'achète tout en ressourcerie, ça me coûte 3 fois rien, donc c'est vrai que c'est aussi une pratique qui demande très peu d'investissement financier et qui permet cette facilité en fait, de pratique, tu peux commencer tout de suite en fait, tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant, tu collectes des informations et puis ça y est, tu as déjà une partie de ton arbre en fait. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine facilité dans cette pratique-là et c'est très bien, c'est ce qui permet, c'est une pratique très large et très variée et qui est, accessible à tous. Donc c'est vrai que pour ça, c'est quand même très agréable. C'est ça et puis, pensez aussi peut-être, à demander à des cousins ou cousines qui sont un peu plus âgés que vous, parce que j'ai fait le tour des copines évidemment quand j'ai participé au bêta test de Marie et j'ai découvert, bon moi j'avais déjà découvert il y a bien longtemps que ma cousine avait déjà fait la moitié du travail, pour le reste de la famille. Mais j'ai des copines qui suite à ça sont allées aussi un peu, prêcher l'info, auprès de leur famille et bien souvent, je dois le dire, sur 5 copines, il y en a 3 qui ont eu une cousine qui avait déjà fait la moitié du travail. Donc ça peut permettre aussi bah, déjà de soutenir les liens, transgénérationnels avec nos grands-parents, nos grandes tantes, et cetera. Mais aussi, peut-être de nouer des liens, qu'on aurait dont on ne se serait pas douté avec nos cousins et cousines. Et donc si vous avez une famille où vous avez des cousins, des cousines et des grandes-tantes, allez-y. Il faut demander de toute façon, il y a pas d'autre choix. Il faut parler et demander, quoi. Oui, c'est ça et c'est vrai qu'on se rend compte que, c'est pas forcément des sujets de discussion que tu as de prime abord, tu vois, avec, ta famille, dans les repas de famille, par exemple, ou les rencontres que tu peux avoir, c'est pas forcément le sujet qui revient, tout de suite, mais parfois, en fait, il suffit de lancer la conversation et te rendre compte que en fait, entre ce qu'un tel sait et l'autre sait et cetera, tu te rends compte que tu as énormément d'informations, que les gens, en fait, savent énormément de choses.
que toi tu ignores, donc c'est génial. Il faut tout noter en sachant que évidemment, tout ce qui va être témoignage, il faut garder une certaine mesure. Bien évidemment, ça reste des souvenirs, des humains, des personnes. Ces souvenirs peuvent être modifiés, donc voilà. Mais ça peut donner une indication, assez intéressante pour poursuivre des recherches plus, donc généalogiques pures et donc là, avec des preuves écrites, heu, qui là sont où tu vas pouvoir soit infirmer, soit confirmer, en fait, ce qui a été dit donc ouais, c'est hyper intéressant de collecter des informations auprès des proches, c'est nécessaire. Je remercie grandement Marie d'avoir participé à ce podcast. On peut la retrouver sur son site officiel ainsi que sur les plateformes Instagram et YouTube. Les liens se trouvent dans la description de cette émission.